Au cœur de Tokyo, lors des heures de pointe du matin, un phénomène aussi discret qu'essentiel se déploie dans l'effervescence de la capitale japonaise. Là, dans la foule compacte qui se presse dans les stations de métro, il existe une pratique singulière et presque mystérieuse, propre à maintenir l'ordre dans l'un des réseaux de transport les plus denses au monde. Des employés en costume traditionnellement formel, vêtus de blanc et portant des gants impeccables, s'activent avec une délicatesse étonnante. Leur rôle n'est pas de pousser violemment, mais d'effectuer une pression douce et précise, afin d'inciter les passagers à se glisser dans les trains sans encombre. Leur tâche consiste à ajuster subtilement la foule, à corriger la position des sacs à dos ou des valises pour éviter tout coincement, et à s'incliner poliment une fois leur mission accomplie, lorsque chaque personne est en sécurité à l'intérieur. Ce rituel, mêlant discipline stricte et courtoisie infinie, constitue une facette unique de la culture japonaise, où l'humilité et la politesse s'allient pour assurer le bon fonctionnement d'un système de transport surchargé. Bien que cette pratique ait commencé à diminuer grâce à l'intelligence artificielle qui prévoit désormais le flux des passagers, prolongeant ainsi la longueur des trains ou ouvrant davantage de portes, elle demeure un symbole fort de l'ingéniosité et du respect mutuel qui anime la société nippone. Dans des quartiers comme Shinjuku, le plus grand hub ferroviaire au monde, chaque jour, plus de 3,5 millions de personnes transitent, illustrant à la fois l'efficacité et l'étrangeté de ces méthodes ancestrales encore en usage. Au large de la côte de Shiu, une petite île nommée Akinashima, à peine à un demi-kilomètre, recèle l'un des secrets les plus insolites de la planète. Classée en 2017 au patrimoine mondial de l'UNESCO, cette île possède une règle immuable et frappante. Elle est totalement interdite aux femmes. Seule une poignée d'hommes, sélectionnés avec soin, sont autorisés à fouler son sol. Leur entrée s'accompagne d'un rituel rigoureux. D'abord, ils se purifient dans l'eau glacée de la mer, puis, après leur passage, ils prêtent un serment de silence absolu, jurant de ne rien révéler de ce qu'ils ont vu ou vécu. Cette tradition séculaire, remontant à des temps anciens, maintient l'île dans un secret presque inviolable, une enclave isolée où se perpétuent des rites ancestraux. Des objets précieux, provenant de Chine, de Perse ou de la péninsule coréenne, y ont été découverts, faisant de ce lieu un site archéologique d'une valeur inestimable. Pourtant, pour la majorité des Japonais, cette rare opportunité de pénétrer sur l'île ne se présente qu'une fois par an, le 27 mai, lorsqu'une quarantaine d'hommes sont autorisés à participer à un rituel sacré et mystérieux. Les autres jours, l'île demeure hermétiquement fermée, protégée par des rites millénaires qui n'ont pas d'équivalent dans le monde moderne, préservant ainsi un patrimoine culturel exceptionnel et secret. Les habitudes et comportements des Japonaises en matière de rencontres constituent également une facette étonnante de leur culture. Dans l'univers parfois formel des bureaux ou des lieux publics, il n'est pas rare d'observer des femmes qui adoptent une voix douce, claire et légèrement chantante, une manière d'exprimer leur féminité avec une délicatesse particulière. On parle souvent de « voix hawaïenne », une expression qui évoque cette tonalité douce, chaleureuse et charmante, conçue pour séduire ou rassurer lors de rendez-vous ou de conversations importantes. Cette pratique, profondément ancrée dans la tradition sociale japonaise, illustre à quel point la manière de communiquer peut différer radicalement de celle d'autres cultures, où la simplicité et la sincérité ne suffisent pas toujours pour faire bonne impression. La recherche de la politesse, de la grâce et de la douceur dans chaque mot prononcé reflète aussi une volonté de préserver une harmonie sociale précieuse, souvent considérée comme un art subtil, presque cérémoniel, dans l'attente de rencontres qui pourraient marquer un tournant dans la vie de ces femmes. Les maisons de surprise continuent de révéler leurs mystères, et l'on peut observer que, lorsque des familles se rendent au restaurant, c'est souvent la femme qui règle la note. Pourquoi cela ? La réponse réside dans le fait que la majorité des hommes confient l'intégralité de leur salaire à leur épouse, transformant ces dernières en véritables gestionnaires du budget familial. Cette pratique, souvent perçue comme un signe de confiance ou de tradition, façonne la vie quotidienne et influence la dynamique romantique entre les partenaires. En conséquence, la romance semble s'écouler naturellement, selon des règles implicites qui régissent leurs relations. Nombreux sont les couples qui ne se rencontrent que 1 ou 2 fois par mois, privilégiant la distance comme un espace de respect mutuel, de maintien de l'individualité, et une priorité accordée au travail. Dans cette optique, il est rare qu'ils échangent des messages ou partagent quotidiennement leurs nouvelles. La distance devient alors une façon de préserver la valeur de leur relation, tout en laissant chaque partenaire libre dans son espace personnel. Même lors de la célébration de la Saint-Valentin, la journée dédiée à l'amour, Valentina, par exemple,
affiche une allure différente lorsqu'elle se trouve au Japon. Là-bas, la tradition veut que ce soit d'abord les femmes qui offrent des cadeaux à leurs partenaires masculins, souvent du chocolat. Il existe toutefois deux sortes distinctes de cette douceur. La première, appelée Jiri Shoko, est destinée à l'entourage professionnel ou amical, une manière de témoigner de la considération sans connotation romantique. La seconde, dite Onka, est un véritable cadeau offert à quelqu'un de spécial, à celui ou celle qui occupe une place privilégiée dans le cœur. Plus tard, le 14 mars, à l'occasion de la journée du chocolat blanc, ce sont les hommes qui prennent l'initiative de rendre l'appareil en offrant à leur tour des présents, renforçant ainsi la tradition d'échange et de reconnaissance. Le Japon ne se limite pas à ces grandes métropoles futuristes comme Tokyo ou Kyoto, riches en histoire et en modernité. Le pays recèle également des villages qui, bien que modestes, émerveillent et fascinent le monde entier par leur singularité. Sur l'île de Siko, par exemple, se trouve un petit village niché au sommet d'une montagne où ne résident que quelques dizaines de personnes. Pourtant, ces ruelles, ces chemins et ces espaces publics semblent prendre vie à chaque pas. Ici, plus de 350 poupées grandeur nature occupent des lieux variés, dans des salles de classe désaffectées, dans des champs ou même aux arrêts de bus. Chacune d'elles représente un résident, qu'il soit décédé ou déplacé, témoignant d'une profonde vénération pour la mémoire collective. Leur présence évoque à la fois une légère angoisse et une admiration sincère, offrant une fenêtre poignante sur la manière dont la culture japonaise honore ses ancêtres et ses souvenirs. Un peu plus au nord, dans la préfecture de Miyagi, se trouve un autre village unique, l'Isao, célèbre pour abriter plus d'100 de renards évoluant librement dans un vaste enclos forestier. Dans la culture shintoïste, ces animaux, appelés kitsune, sont considérés comme des messagers divins d'Inari, la déesse de la prospérité. Les visiteurs peuvent se promener parmi eux, leur offrir de la nourriture dans des stations spécialement aménagées, créant ainsi une expérience rare où faune et spiritualité se mêlent harmonieusement. Plus au sud, à Nagano, il existe un parc peu commun, d'Igakudani, où des singes vivent dans un environnement naturel accentué par la présence de sources chaudes. Ces macaques, en se prélassant dans des nuages de vapeur, semblent presque humains, comme s'ils partageaient eux aussi un instant de paix et de tranquillité. Beaucoup de Japonais perçoivent cette scène comme un symbole d'harmonie et d'équilibre, une preuve que même les animaux méritent de bénéficier de moments de sérénité, reflet de la philosophie profondément enracinée dans leur culture. L'arc, cette forme de communication si particulière, représente l'une des expressions les plus complexes au monde. Pour un étranger, se pencher en avant pour saluer au Japon paraît simple, presque instinctif. Pourtant, cette inclinaison n'est pas qu'un geste banal, elle constitue un véritable système de communication, riche de nuances et de significations. Il existe 3 principaux degrés d'inclinaison, chacun correspondant à une intention précise. La première, une légère inclinaison d'environ 15 degrés, sert aux salutations quotidiennes, aux rencontres informelles ou aux échanges simples. La seconde, une inclinaison d'environ lorsqu'on se trompe d'angle dans le cadre d'une interaction sociale ou professionnelle, cela peut rapidement être perçu comme un signe d'irrespect ou d'indifférence. En effet, chaque détail revêt une importance capitale dans la culture japonaise, où la vitesse d'exécution, la rectitude du dos, voire la direction du regard, sont scrutées avec une minutie extrême. La perception de l'étiquette dans ce pays ne se limite pas à la simple politesse. Elle considère chaque mouvement comme une partie intégrante d'un code culturel d'une précision rigoureuse. Certains établissements d'hospitalité vont jusqu'à employer des capteurs sophistiqués pour mesurer l'angle formé par le corps de leurs employés, afin que chaque salutation soit parfaitement calibrée. L'objectif est d'offrir une expérience d'accueil irréprochable, où chaque geste reflète une conception de la courtoisie profondément enracinée dans la tradition nippone. Dans certains hôtels haut de gamme, et même dans des centres commerciaux, on trouve désormais des robots programmés pour reproduire cette même minutie dans leurs salutations, imitant ainsi l'une des plus emblématiques traditions du Japon. Ces machines, conçues pour sembler presque humaines, incarnent une volonté de préserver l'esthétique et la finesse du geste social japonais, tout en intégrant la modernité technologique dans le quotidien. Plus surprenant encore, le gouvernement japonais a mis en place une politique peu commune en matière d'immigration. Lorsqu'un demandeur d'asile se voit refuser la protection du pays, une initiative inédite consiste à lui offrir une somme pouvant atteindre $3000 en échange de son départ volontaire. Contrairement à la majorité des nations où des milliards de dollars sont consacrés à soutenir les réfugiés,
le Japon, connu pour ses règles strictes et son ouverture limitée envers les demandeurs d'asile, opte pour une approche différente. Ce système, qui pourrait paraître simple ou même brutal à première vue, vise à encourager un départ pacifique en offrant une compensation financière modérée, mais suffisante pour inciter à quitter le territoire volontairement. La somme, bien que faible par rapport au coût de la vie élevé à Tokyo, agit comme un levier pour éviter des départs clandestins ou des séjours illégaux. En réalité, le taux d'acceptation des demandes d'asile au Japon est extrêmement bas, oscillant entre 0,5% et 1% seulement chaque année, ce qui en fait l'un des taux les plus faibles parmi les pays développés. Malgré le dépôt de plusieurs dizaines de milliers de demandes annuelles, seules quelques centaines sont effectivement approuvées, laissant la majorité des demandeurs dans l'incertitude ou dans la nécessité de partir. Ce dispositif, qui consiste à payer les personnes souhaitant quitter le pays, représente sans doute l'une des expériences les plus inhabituelles dans le domaine de la politique migratoire mondiale, tout en étant présenté par le gouvernement comme un acte de soutien humanitaire, visant à faciliter la réinsertion volontaire dans le pays d'origine plutôt qu'à encourager l'immigration clandestine. Quant au 9e point, il évoque un lieu tout à fait particulier dans les rues illuminées d'Akihabara, un quartier emblématique de Tokyo. Là-bas, existe un concept qui choque et fascine à la fois, des cafés où l'on vend de la tendresse. Au premier abord, cela peut sembler étrange, voire déroutant, mais il s'agit en réalité d'une industrie à part entière, façonnée par la société japonaise moderne. Ces établissements ne proposent pas uniquement une simple consommation de café ou de thé, mais offrent surtout une expérience d'attention et de douceur. Les jeunes femmes, souvent habillées en costume de serveuse ou de maid, servante, accueillent les clients avec une politesse exagérée, comme s'ils étaient des rois ou des princes, et leur parlent d'une voix douce, presque chantée. Pour un supplément, il est possible de choisir une formule incluant une attention particulière, un regard direct, une caresse légère des cheveux, ou un contact qui reste dans les limites du convenable, mais qui procure un sentiment d'intimité et de soin. Peu de gens savent que cette industrie de la tendresse est bien plus vaste qu'il n'y paraît, englobant divers types de cafés spécialisés. On y trouve aussi des salons où les hommes paient pour être écoutés, ou des services inhabituels comme celui de Swan, où l'on peut louer une personne simplement pour qu'elle s'allonge à côté de vous, offrant ainsi un réconfort émotionnel dans une société où beaucoup de jeunes vivent isolés ou solitaires. Ces lieux, tout en étant parfois perçus comme déroutants ou insolites, jouent un rôle dans la société japonaise contemporaine en proposant une forme de thérapie émotionnelle, permettant à ceux qui s'y rendent de se sentir dans l'univers singulier de leur rituel. Ces serveuses de maké café tissent un charme mystérieux et délicat. Avec une précision empreinte de douceur, elles dessinent de petits cœurs avec du ketchup sur les assiettes, comme autant de signes d'affection ou de sorts subtils, puis, dans un geste presque cérémonial, elles lancent un enchantement sur la nourriture que je m'apprête à déguster. Ce sort, censé magnifier la saveur de chaque bouchée, semble ouvrir une passerelle entre le simple plaisir gustatif et une expérience presque magique, éveillant tous mes sens à chaque instant. La scène est empreinte d'une atmosphère à la fois ludique et pleine de sens, où chaque détail participe à la création d'un univers à part, mêlant la cuisine à l'art du rituel. En poursuivant cette exploration des curiosités, je découvre que le Japon a su, dans sa quête d'originalité, concevoir l'un des plus petits hôtels au monde. Une invention qui a su dérouter autant qu'elle fascine, les hôtels capsules. Leur conception minimaliste, à la limite de l'ingéniosité, repose sur des espaces ne mesurant guère plus de 2 mètres de largeur, conçus pour optimiser la place tout en offrant un confort surprenant. Chaque capsule se présente comme une petite cellule où l'on peut simplement s'allonger, se reposer ou dormir, avec une télévision murale discrète et un espace suffisant pour ranger quelques effets personnels. Leur apparence extérieure évoque une gigantesque ruche d'alvéoles alignés, évoquant une colonie d'abeilles aux activités incessantes, tandis qu'à l'intérieur, c'est une immersion dans un univers futuriste, digne d'un vaisseau spatial prêt à décoller vers des horizons inconnus. La première de ces structures fut ouverte en l'année 1979, dans la ville d'Asaka, marquant le début d'une nouvelle ère pour l'hébergement compact. Depuis lors, ces hôtels sont devenus un symbole fort de l'urbanisme japonais contemporain, incarnant à la fois la simplicité, la fonctionnalité et une certaine ingéniosité technologique. À l'origine, ces capsules étaient destinées à répondre aux besoins des employés de bureau, souvent contraints de manquer le dernier train pour rentrer chez eux. Mais très vite, leur attrait s'est étendu à une clientèle touristique en quête d'expériences inédites. Non seulement ces hébergements se révèlent étonnamment abordables,
mais ils offrent aussi tout le confort moderne, salles de bain communes équipées de technologies dernier cri, espaces de détente, casiers sécurisés pour y ranger ses effets personnels, et parfois même des salles de jeux ou de petites bibliothèques pour passer le temps dans un espace compact mais fonctionnel. Ces innovations ont permis de transformer le concept d'hôtel capsule en une véritable expérience de luxe, où des éléments sensoriels de haute qualité ont été intégrés. Aujourd'hui, certains établissements proposent des capsules équipées d'un éclairage ajustable, de filtres d'air individuels, de portes insonorisées, ainsi que de matelas en mousse à mémoire de forme, recréant ainsi un mini-hôtel 5 étoiles dans un espace réduit, offrant un confort sans pareil dans un écrin de technologie et de design. Au-delà de cette modernité, le Japon conserve aussi une facette insulaire et tropicale, notamment à travers ses plages d'exception, souvent associées à des images de rêve et d'évasion. Lorsqu'on évoque la côte japonaise, c'est souvent l'île d'Okinawa qui vient en premier à l'esprit, comme un symbole d'un autre Japon, plus insulaire, plus chaleureux et plus détendu. On la surnomme fréquemment le Hawaï japonais, tant ses plages de rêve, aux eaux turquoises et au sable fin, évoquent l'archipel hawaïen. Sur la plage d'Emeraude, il est possible de nager dans des eaux d'un bleu éclatant, tout en découvrant l'un des plus grands aquariums du monde, le Shuraumi d'Okinawa, où les visiteurs peuvent observer des baleines géantes nageant aux côtés de requins. La capitale de l'île, Naha, abrite une plage appelée Naminu, célèbre pour son originalité. Elle se trouve directement sous un immense pont, offrant un spectacle singulier où la nature et l'urbanisme se mêlent harmonieusement. Curieusement, cet endroit rare permet de plonger dans la mer tout en ayant en toile de fond la silhouette moderne de la ville, créant ainsi une scène où la nature sauvage et l'architecture contemporaine cohabitent dans une étonnante harmonie. Plus au nord, sur l'île de Taketomi, la plage de Kandwa invite à une immersion dans un décor idyllique, avec son sable l'une des nuits les plus obscures, et par conséquent l'une des plus magiques, que l'on puisse contempler dans tout le Japon, s'étend silencieusement dans le ciel étoilé de l'archipel. Ici, l'absence totale de pollution lumineuse confère à cet espace une pureté rare, un véritable paradis pour les passionnés d'astronomie, pour ceux qui aiment observer la voûte céleste dans toute sa splendeur. La clarté de ce ciel nocturne, si limpide et immaculé, offre une expérience que peu de régions du monde peuvent égaler, transformant chaque regard vers l'infini en une aventure contemplative. Pourtant, le Japon ne se limite pas à ses merveilles naturelles. Il possède aussi ses particularités culturelles, notamment en ce qui concerne la vie nocturne, façonnée par des lois et des traditions anciennes. Imaginez-vous pénétrant dans une boîte de nuit tokyoïte, où les néons brillent de mille feux, créant une ambiance vibrante et presque irréelle. La musique électronique rythme la soirée, tandis que le DJ, en pleine maîtrise de ses platines, anime une foule en transe. La foule danse, se laisse emporter par le tempo effréné, jusqu'à ce qu'à minuit précis, tout s'arrête brusquement. Dans cette ville, cette coupure soudaine n'est pas une simple règle, mais une obligation légale inscrite dans l'histoire du pays. Depuis des décennies, la loi de Fuja, adoptée en 1948, impose l'interdiction de danser après minuit dans les établissements nocturnes. Cette mesure, officiellement destinée à réguler la moralité publique et à contrôler certains comportements jugés immoraux ou déviants, visait à préserver l'ordre dans les lieux de divertissement. La police, dotée du droit d'organiser des descentes inopinées, pouvait infliger des amendes aux propriétaires de clubs ou de bars qui laissaient leurs clients continuer à danser après l'heure réglementaire. Résultat, de nombreux établissements, au lieu d'être des espaces de fête et de liberté, sont devenus des lieux où l'on se contentait de boire, d'écouter de la musique, mais sans jamais se laisser entraîner dans la danse. Pour un étranger, surtout un touriste venant de pays où la liberté de mouvement et d'expression est totale, cette restriction pouvait sembler totalement absurde, voire incompréhensible, voire même un peu surréaliste. Même si, officiellement, cette interdiction a été levée en 2015, une certaine prudence persiste dans certains cercles. Nombre de propriétaires de clubs préfèrent continuer à respecter cette règle tacite, par souci de sécurité ou par crainte de sanctions, si bien qu'il n'est pas rare, à Asaka ou dans d'autres quartiers de Tokyo, d'entendre la musique résonner à plein volume alors que la piste de danse reste désespérément vide après minuit. Quant à la cinquième particularité, elle concerne la vie quotidienne dans la capitale japonaise, considérée comme la métropole la plus sûre au monde. Tokyo, ville immense, abrite près de 40 millions d'habitants, un chiffre qui impressionne et qui témoigne de l'effervescence de cette cité. La confiance que l'on peut accorder à cette ville est telle qu'on peut laisser son portefeuille sur un banc de parc, s'éloigner pour quelques heures,
et le retrouver intact à son retour. Le taux de criminalité y est exceptionnellement faible, une situation rendue possible grâce à un système de sécurité sophistiqué et à une culture profondément ancrée dans le respect mutuel. Cette harmonie urbaine fait de Tokyo une merveille parmi les capitales mondiales, un lieu où la tranquillité et la sécurité prédominent. Cependant, la véritable magie de cette ville ne se révèle pleinement qu'après la tombée du soleil. Lorsqu'apparaissent les premières ombres, Tokyo semble se métamorphoser, offrir un autre visage, presque irréel. Les néons éclatants de quartiers comme Shinjuku ou Shibuya illuminent la nuit de leur éclat vibrant, plus intense que celui du jour, créant un contraste saisissant avec la quiétude diurne. Dans le passage piéton de Shibuya, célèbre dans le monde entier, des milliers de personnes se croisent dans une chorégraphie effervescente, pressée, comme si la ville ne voulait pas perdre une seule seconde de cette vie nocturne trépidante. Dans les ruelles étroites de Yokohama, l'ambiance devient encore plus animée, une scène de rue où l'on peut voir des vendeurs de snacks, des musiciens de rue, et des passants qui se mêlent dans une harmonie chaotique mais parfaitement orchestre. La diversité exceptionnelle de Tokyo confère à cette métropole une sécurité inébranlable et une disponibilité infinie, faisant d'elle un lieu unique en son genre, où chaque voyageur peut découvrir un monde à part. Pourtant, cette singularité ne se limite pas à la capitale japonaise. Le véritable esprit du Japon ne se dévoile pleinement qu'en s'éloignant de l'effervescence urbaine de Tokyo pour explorer ces régions plus authentiques, où la tradition et la modernité cohabitent en harmonie fragile. À commencer par Kyoto, cœur historique de l'archipel, où 1000 ans de culture et de spiritualité s'étendent dans chaque pierre, chaque temple, chaque ruelle. Flâner devant la majestueuse porte rouge de Fushimi, ou s'immerger dans la forêt de bambous d'Arashiyama, c'est comme entrer dans un autre univers, où le temps semble suspendu. La magie opère également lors d'une promenade nocturne dans le quartier de Gion, où les geishas, vêtus de kimonos somptueux, évoquent l'époque des samouraïs et ravivent la flamme d'un passé lointain mais encore vivace. La chaleur de Kyoto contraste avec l'énergie électrique de ces quartiers modernes, où les néons illuminent des rues animées, où la nourriture de rue abondante dans Dotonbori séduit tous les sens, et où la vie nocturne palpite sans jamais connaître la quiétude. En prenant la direction du nord, on atteint la région d'Hakodate, une terre de neige et de faune sauvage, où en hiver, le festival de glace de Sapporo métamorphose cette ville en un gigantesque parc de sculptures de glace, illuminé de 1000 feux dans une atmosphère féerique. En été, les champs de lavande de Furano offrent un spectacle de couleurs vibrantes, où les nuances de violet recouvrent le paysage comme un tapis parfumé sous le soleil chaud. Plus au nord, dans le parc national de Shire-Toko, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, la nature y demeure sauvage et intacte, où il est encore possible de croiser des ours bruns ou d'observer des baleines dans leur habitat naturel. Au sud, l'île de Kyushu dévoile un paysage volcanique d'une beauté brute, parsemé de sources chaudes réputées pour leurs vertus curatives. Yufuin, avec ses eaux thermales, est souvent qualifié de paradis pour ceux en quête de détente et de ressourcement, où la vapeur s'élève en volutes blanches des rues pavées. Le mont Aso, l'un des volcans les plus impressionnants de la planète, s'élève majestueusement au-dessus de Kumamoto, offrant un panorama à couper le souffle. Plus au sud encore, le volcan Sakurajima, en constante éruption, continue de rappeler la puissance indomptable de la nature japonaise et d'impressionner les visiteurs par ses coulées de lave incandescentes. Pour toucher du doigt l'histoire profonde de cette nation insulaire, il faut se rendre dans la région de Hiroshima, où le Parc de la Paix et le Musée de l'énergie atomique témoignent de la tragédie des bombardements nucléaires, marquant à jamais la conscience collective mondiale. Une courte traversée en bateau conduit vers Miyajima, cette île sacrée où les portes Torii rouges semblent émerger directement de la mer, symboles éternels de foi et de renouveau. La quiétude de ce lieu contraste avec l'agitation de la ville d'Okayama, célèbre pour son jardin paisible de Korakuen, considéré comme l'un des plus beaux du pays, ou encore ses dunes de sable impressionnantes, évoquant presque un désert, qui ajoute à la diversité de paysages japonais un charme incomparable. Parmi les événements majeurs qui ponctuent le calendrier nippon, certains festivals figurent parmi les plus grands et spectaculaires au monde. Chaque mois de juillet, le Gion Matsuri transforme Kyoto en un théâtre de couleurs et de traditions, durant un mois entier. De gigantesques structures en hauteur, pouvant dépasser les 24 mètres et pesant jusqu'à 12 tonnes, défilent lentement dans les rues étroites, comme des musées ambulants. Leur décoration, riche en tissus précieux et en broderies délicates, est entièrement réalisée à la main, à l'aide de cordages tressés avec minutie,
témoignant d'un savoir-faire ancestral. Vers la fin juillet, Osaka accueille le Tenzin Matsuri, un festival qui illumine la ville de mille feux. Le jour, des processions sacrées défilent dans les rues, tandis qu'à la nuit tombée, des centaines de bateaux ornés de lanternes flottent sur la rivière, illuminant la scène de leur lumière douce, une tradition singulière et profondément enracinée exige que tous ceux qui souhaitent embarquer sur un bateau se soumettent d'abord à un rituel de purification. Ce rite ancestral, porteur de symbolisme et de respect, vise à libérer l'esprit et le corps des impuretés, afin d'aborder le voyage avec sérénité et harmonie. La foi, quant à elle, tisse un lien étroit avec les vacances et les célébrations populaires, conférant à ces moments un caractère sacré et communautaire. Au printemps, lorsque la nature japonaise se pare d'un manteau de fleurs éclatantes, le pays tout entier s'immerge dans la splendeur des cerisiers en fleurs, ou sakura, et célèbre Hanami, cette fête délicate des fleurs de cerise. Mais cette célébration dépasse largement la simple admiration des pétales roses qui tombent doucement, emportés par la brise. Elle devient une véritable occasion de profiter du plein air, de partager des pique-niques sous les arbres en fleurs, de boire du saké, de chanter, de danser et de vivre intensément ces instants éphémères. Une tradition qui remonte à plusieurs millénaires, née à la cour impériale, où elle servait à honorer la saison et à exprimer la gratitude envers la nature. Progressivement, cette coutume s'est diffusée à travers tout le pays, touchant chaque région, chaque village, chaque cœur. Même de nos jours, Hanami demeure l'un des rares moments où les Japonais acceptent pleinement de lâcher prise, de se détendre et de partager une joie simple mais profonde, loin des contraintes quotidiennes. En hiver, lorsque la neige recouvre le sol d'un blanc immaculé, un autre festival spectaculaire transforme la ville de Hokkaido en un véritable royaume de glace, le festival de Sapporo. Chaque mois de février, plus de 400 sculptures monumentales prennent vie dans ce lieu magique, certaines atteignant 15 mètres de hauteur, l'équivalent d'un immeuble de 4 étages. Ces œuvres impressionnantes attirent des millions de visiteurs venus du monde entier, tous en quête de paix et d'émerveillement face à cette mer d'œuvres gelées. Mais peu de gens savent que derrière cette merveille réside un système sophistiqué de refroidissement, maintenu par les forces d'autodéfense japonaises, qui veillent à préserver ces sculptures contre le dégel, assurant leur longévité et leur beauté. La culture japonaise ne se limite pas à ces festivités éblouissantes. Elle se manifeste aussi dans des curiosités culinaires qui défient l'imagination. Parmi celles-ci, les pastèques carrées, cultivées depuis les années 60 dans des moules spécialement conçus pour leur donner cette forme géométrique. Cependant, ces fruits insolites sont rarement consommés comme des aliments courants. Au lieu de cela, ils sont souvent offerts en cadeau de luxe ou utilisés comme objets décoratifs, leur prix pouvant atteindre plusieurs centaines de dollars. Ressemblant plus à des œuvres d'art qu'à des fruits comestibles, ils incarnent le raffinement et l'originalité du savoir-faire japonais. La cuisine traditionnelle, quant à elle, reste indissociable de cette culture de l'excellence. Impossible de parler de cette gastronomie sans évoquer les sushis, qui restent une icône mondiale. Pourtant, ces sushis japonais, faits de poissons frais et de riz, diffèrent radicalement des petits pains à la mayonnaise populaires aux États-Unis. La variété culinaire ne s'arrête pas là. Les ramen, par exemple, se déclinent en une multitude de styles régionaux, tels que le miso ramen de Hakodate, le tonkotsu riche et crémeux de Fukuoka, ou encore le shoyu ramen, parfumé au soja, de Tokyo. Le tempura, léger comme l'air, semble presque flotter dans l'huile, tandis que les okonomiyaki, souvent appelés pizza japonaise, sont cuits sur une plaque, généreusement nappée de sauce sucrée et salée. La gastronomie japonaise ne se limite pas à la dégustation, elle devient un véritable art visuel et sensoriel. Les restaurants proposent souvent des modèles alimentaires hyper réalistes, appelés shokuin sampuru, qui ressemblent à de petites sculptures en plastique, mais qui donnent envie de tout goûter. Manger des nouilles bruyamment, en faisant du bruit avec sa soupe, est considéré ici comme une marque de politesse, une manière de montrer qu'on apprécie pleinement le repas. À l'inverse des manières occidentales, cette pratique traduit le respect et la convivialité. Il n'est pas rare de tomber sur des machines à ramen ou à bento en forme de héros d'anime, témoignant de l'intégration du divertissement dans chaque malgré son statut de pays développé. Le Japon présente un niveau de vie nettement inférieur à celui de nombreuses grandes métropoles américaines ou européennes, avec une différence qui peut s'étendre jusqu'à 30 ou 40%. Louer un appartement d'une pièce à Tokyo, par exemple,
nécessite un budget mensuel oscillant entre 600 et 1000 $, un coût qui peut sembler élevé mais reste raisonnable dans un contexte urbain aussi dense. Dans des villes plus petites, telles que Fukuoka ou Sapporo, cette dépense diminue sensiblement, se situant généralement entre 400 et 700 $ par mois, offrant ainsi une alternative plus abordable pour ceux qui souhaitent vivre dans un environnement moins frénétique tout en bénéficiant de la qualité de vie japonaise. Les frais relatifs aux services publics électricité, eau, gaz, ainsi qu'Internet, tournent en moyenne autour de 100 à 150 $ mensuels. Ces coûts, tout en étant raisonnables, doivent être pris en compte dans le budget global de l'habitat. En ce qui concerne la restauration, manger à l'extérieur reste une option accessible. Un déjeuner dans un restaurant bon marché coûte habituellement entre 6 et 10 $, tandis que le dîner peut revenir à une quinzaine de $, ce qui permet de profiter de la gastronomie locale sans se ruiner. Cependant, pour ceux qui préfèrent cuisiner chez eux, le montant consacré aux courses s'élève généralement à environ 250 à 300 $ par mois, en fonction des habitudes alimentaires et du choix des produits. Les transports en commun japonais se distinguent par leur propreté, leur fiabilité et leur efficacité. La possibilité d'utiliser un pass illimité pour le métro, dont le prix varie entre 80 et 120 $ selon la ville, facilite largement la mobilité quotidienne. Bien que les taxis soient coûteux, leur usage se limite souvent à des occasions particulières, car vivre à proximité d'une gare permet de se déplacer aisément à pied ou en transport en commun. Les autres dépenses courantes, telles que l'abonnement à une salle de sport, restent raisonnables, avec un coût mensuel compris entre 40 et 60 $. Quant aux soins dentaires pour les étrangers, ils s'étendent généralement entre 50 et 80 $ par séance, coût qui reste abordable grâce au système national d'assurance santé. Ce système, qui couvre une grande partie des dépenses médicales, garantit que même pour les résidents de longue durée, les frais de soins restent accessibles. Aux États-Unis ou dans l'Union européenne, il faut souvent payer environ 30% des coûts des soins, le reste étant pris en charge par l'État ou par l'assurance. Au Japon, des établissements tels que l'hôpital international St. Luke à Tokyo ou le centre médical Kameda dans la préfecture de Chiba offrent des services en anglais, avec possibilité d'inscription en ligne, ce qui facilite l'accès aux soins pour les étrangers. En somme, une personne peut vivre confortablement au Japon, en profitant de produits de haute qualité et de services efficaces, avec un budget mensuel compris entre 1 200 et 1 600 $. Ce qui rend la situation encore plus attrayante, c'est que le Japon propose désormais des visas de longue durée destinés aux citoyens américains et européens. Ces visas permettent des séjours allant de 6 mois à 1 an, notamment pour des démarches financières ou administratives simples, sans nécessité de démarches complexes ou coûteuses. Oseriez-vous vous installer dans ce pays si accueillant? Si oui, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Sinon, votre silence aussi est précieux. Partagez vos impressions ci-dessous, car nous venons d'évoquer 15 faits étonnants, ainsi que des caractéristiques insolites du Japon, dans l'espoir d'élargir votre vision de cette nation fascinante. Nous espérons que ces informations vous ont offert une perspective nouvelle et enrichissante sur ce pays. N'oubliez pas d'apprécier cette vidéo, de la partager avec d'autres passionnés de voyage, et de vous abonner à notre chaîne pour découvrir nos prochaines aventures. À très bientôt pour une nouvelle exploration. Nous souhaitons que cette vidéo vous ait plu. Si c'est le cas, pensez à cliquer sur le bouton « J'aime » et à vous abonner pour ne rater aucune de nos futures publications, riches en découvertes passionnantes. Votre soutien est essentiel pour nous permettre de continuer à produire du contenu toujours plus captivant. N'oubliez pas non plus de regarder la vidéo suivante qui apparaîtra à l'écran, car elle est sûrement faite pour vous, et vous y trouverez sans doute votre prochaine destination favorite. Enfin, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire pour nous indiquer quel pays vous aimeriez que nous explorions lors de notre prochaine aventure. Merci infiniment d'avoir suivi cette vidéo, et à très bientôt pour de nouvelles découvertes.